Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 9 novembre. Une actualité marquée par la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Selon une enquête IFOP, 1 élève sur 5 aurait subi ce type de violence en France. La principauté s'est associée à cet événement. Vous découvrirez comment dans quelques instants. Le métavers reste encore un concept inconnu pour nombreux d'entre nous. Comment le définir? Quels sont ses avantages? Et comment expliquer son émergence soudaine? Kevin Soler, fondateur de Virtim, tentera de nous éclairer à ce sujet. Dans ce journal également, du basket, avec ce duel entre deux clubs du championnat français en Euroleague. Monaco reçoit l'Asvel demain à Gaston-Médecin. On vous dira tout à quelques heures du coup d'envoi. Et puis nous évoquerons ce constat en fin de JT. Depuis la crise sanitaire, les libraires ont le vent en poupe. Un nouveau souffle pour ce secteur concurrencé par Internet. Arthur Laure, futur libraire en principauté, nous livrera son témoignage. Je vous le disais en titre, ce jeudi 9 novembre est la journée nationale de lutte contre le harcèlement. À Monaco, l'an dernier, 39 cas ont été signalés. Lutter contre ce fléau reste une priorité absolue pour la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Le gouvernement princier a même souhaité élargir ce mouvement à tout le mois de novembre. Yannick Debever, Jean-Alexandre Dordet et Alexandre Gougassian se sont rendus au collège FANB pour savoir comment cela se traduisait. Collégiens et lycéens peuvent parfois être très cruels entre eux et ce, sans même vraiment s'en rendre compte. Le harcèlement scolaire concerne un enfant sur 5 d'après l'Institut français d'opinion publique. C'est depuis quelques années au centre de la politique de la direction de l'Éducation nationale qui a récemment mis en place le mois contre le harcèlement. En novembre, les projets se multiplient dans les établissements scolaires monégasques et notamment FANB. Cette année, nous avons mis, un point d'orgue, si vous voulez, de demander aux élèves d'eux-mêmes de nous présenter et de nous dire quels étaient leurs ressentis et la manière dont ils abordaient le harcèlement. L'ensemble de l'établissement s'est mobilisé et nous avons, cette chance que les professeurs aussi, que ce soit en philosophie, en français, dans différentes disciplines, ont voulu, si vous voulez, nous mettre cet événement comme étant l'élément déterminant du premier trimestre, mais surtout du mois de novembre contre le harcèlement. Avec 1150 élèves du CP à la terminale, l'Institut FANB assure un suivi au fil des années. Pour ce mois contre le harcèlement, différentes formes de communication ont été utilisées pour toucher toutes les sensibilités. Respect, écoute, bienveillance, aide. Respect, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Chorale, oui, mais aussi des affiches, textes, vidéos, et même œuvres d'art. C'est un projet qui est développé sur les classes de seconde, première et terminale. Et la consigne, c'était utiliser des mots, des signes ou des symboles. Et en fait, le projet s'appelle les mots des mots, c'est-à-dire mettre des mots, des paroles sur ce qui fait mal, en fait. Et donc les élèves ici, les élèves de première, ont conçu des affiches pour ce projet. Et il y a eu des très beaux résultats. Inscrit dans la loi depuis le 10 juin 2022, le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence dans les établissements d'enseignement commence à porter ses fruits. Nous avons de plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour nous dire « vous savez, on a entendu, vous savez, on a vu ». Donc effectivement, il y a, comme je vous ai dit, les langues sont déliées et les gens n'ont plus peur de parler. Avant, il y avait un phénomène tabou, le tabou a été levé et nous en sommes contents puisque nous pouvons aider, maintenant nous avons des moyens pour pouvoir aider l'ensemble des élèves. Tant du temps, les cas de harcèlement scolaire se déroulent entre les murs des établissements. Les assistants d'éducation y sont de mieux en mieux formés, des référents harcèlement sont depuis peu présents, et grâce à ces campagnes de sensibilisation, les yeux des camarades se ferment de moins en moins. Dans un tout autre domaine, nous allons tenter de comprendre à présent l'essor de nouveaux outils numériques. Coup de projecteur ce soir sur le métavers. Il est présenté comme révolutionnaire, une doublure numérique du monde réel qu'il est parfois compliqué de cerner. Pour nous aider, Kevin Soler, fondateur de Virtim, est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment résumer rapidement ce qu'est le métaverse ? Alors résumer facilement et rapidement le métaverse c'est compliqué, mais en 2 mots, il y a le métaverse Lite qui va permettre de reproduire la réalité à base de photos dans laquelle on va pouvoir naviguer, la visite virtuelle, ou alors le métavers lourd qui lui va être une reconstitution à base de 3D où on va pouvoir naviguer avec des avatars. Est-ce que c'est en quelque sorte le jumeau numérique du monde physique ? Tout à fait, on est sur en quelque sorte le jumeau numérique, mais attention, comme je l'ai dit, il y a 2 choses différentes. Le métavers Lite qui lui va être à base de photos, donc on va être tout à fait dans la réalité, alors que sur le métavers plutôt lourd, puisqu'on va utiliser de la 3D, on peut se permettre quelques folies.
Certains pensent que c'est l'avenir d'Internet, comme Mark Zuckerberg. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je partage cet avis dans le sens où, effectivement, quand on a des players comme Facebook qui se renomment sous Meta ou encore Apple qui lance un nouveau casque, on peut imaginer que ça va être non pas un remplacement d'Internet, mais en tout cas une continuité de celui-ci. Le métavers, c'est un mot assez récurrent que l'on entend comme ChatGPT ou l'intelligence artificielle, mais on a l'impression que c'est encore un domaine qui reste inconnu pour pas mal de monde. Je le comprends dans le sens où c'est souvent impulsé par les États-Unis et les majeurs, hein, on le citait, Meta ou encore Apple, mais on voit que ça arrive de plus en plus fort en France et en Europe, avec des grands groupes comme GRDF, Orange, Safran ou encore Carrefour qui investissent dans ces systèmes, et c'est souvent par là que ça démarre, hein, c'est les grands groupes qui investissent dans ces systèmes, plus on peut ajouter le fait que les casques de réalité virtuelle qui ne sont pas nécessaires, hein, je mets un mot important là-dessus, à l'usage des métavers, sont de moins en moins coûteux. Et comment expliquer son émergence soudaine? C'est les évolutions technologiques? Non, c'est, je pense, une volonté de naviguer différemment sur Internet, de prendre plus de temps, de changer l'expérience utilisateur, d'amener de la valeur, de la transparence et surtout d'essayer d'emmener de l'humain dans l'achat qu'on va pouvoir reproduire sur Internet. Alors, quels sont les avantages du métaverse, Kevin Soler? Alors les avantages, on va avoir notamment le temps passé qui est plus long puisque forcément on vit l'expérience. Et il y a une donnée importante, quand on vit une expérience plutôt que la subir, à l'instar de la vidéo, on clique sur play, on subit l'information. Dans le métavers, on vit cette information-là et donc on va retenir 70 à 95% de ce qu'on fait. Et ça joue énormément. Donc du coup, sur le cerveau, on va retenir une marque plus facilement, on va consommer de cette marque plus facilement. Et en termes d'usage de formation, c'est très important puisqu'on va permettre de réduire les accidents en entreprise en retenant plus facilement des processus. Et cela reste une technologie encadrée et légiférée ? Et c'est une question compliquée puisqu'aujourd'hui, chaque pays et chaque environnement répond différemment. On peut donner l'exemple de la CNIL, notamment avec les RGPD, qui est différente en Europe des États-Unis ou du Canada. C'est un petit peu la même chose ici. Chacun y va pour l'instant de sa sauce. Malgré tout, je pense que tout le monde est en train de se mettre autour de la table et que les choses vont évoluer favorablement très rapidement. Alors, présentez-nous votre société Virteam, c'est ça si je le prononce bien ? Tout à fait, Virteam. Donc Virteam a été créé il y a 12 ans. Je revenais de chez Google en Australie et nous on produit tout ce qui est métavers light et lourd sur mesure pour des grands groupes. En fait, l'idée est souvent d'aller attirer des talents grâce à ces supports-là, puisqu'on va permettre de visualiser, virtualiser une entreprise, d'attirer de nouveaux talents, créer des processus d'onboarding efficaces qu'on va retenir. Je recite la donnée, entre 70 et 90% de ce qui est fait sera retenu, ou encore d'aller favoriser la consommation d'un produit clé en virtualisant par exemple un supermarché. Là, on parle de ressources humaines, cela concerne vraiment tous les secteurs, Tout à fait. Aujourd'hui, on a des secteurs extrêmement larges. On va autant travailler dans les yachts sur Monaco qu'avec le Palais ou encore avec des groupes comme la RATP, Safran ou SNCF. C'est très très large et quand on réfléchit, tout le monde en ce moment recrute. Tout le monde a du mal à recruter parce que les candidats veulent une expérience différente. Et globalement, Kevin Soler, lorsque vous intervenez dans des rendez-vous comme celui-ci proposé à la Maison du Numérique, quelles sont les questions qu'on vous pose ? Alors ça va dépendre de l'auditorat qu'on va avoir, mais souvent c'est combien ça coûte, est-ce que c'est long à mettre en place, est-ce qu'il faut des connaissances techniques et est-ce que ça va remplacer l'humain demain? Et la réponse est bien entendu non, on ne remplacera jamais l'humain, au contraire, le métaverse n'existe pas sans humain. Et ça coûte cher du coup? Ça dépend ce qu'on fait, mais ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on croit et on va s'approcher de tarifs de vidéo finalement. Donc c'est souvent un élément qui est déclencheur où on se dit « Ah bah ok, finalement on va y aller » parce qu'on pense que ça coûte tout de suite 6 chiffres, mais c'est pas le cas. C'est pour ça que nous, notre conseil, c'est commencer par du light, ce qui va permettre d'acculturer les collaborateurs ou les clients et ensuite de passer sur du lourd qui lui coûtera plus cher. Mais c'est pas la bonne réponse d'y aller tout de suite. Il faut passer par étapes. Et vous, le métavers a vraiment sauvé votre société, non ? Le Covid, notamment, a fait exploser la société et on a réussi enfin à trouver un terme avec le métavers à ce que l'on faisait, puisqu'on appelait ça de la visite virtuelle ++, etc. Mais on ne savait pas tout à fait ce que c'était. Et grâce au mot métavers aujourd'hui, on arrive enfin à définir ce que l'on fait. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Soler, de nous avoir éclairé sur le métavers. Merci à vous. Et désormais, on peut le dire, c'est donc ça que l'on appelle le métavers. Sachez que la Maison du Numérique est là d'ailleurs pour vous accompagner pour une meilleure compréhension de ces outils qui peuvent parfois encore paraître complexes. Le changement climatique est une réalité et la nature est l'allié le plus important pour y faire face. Oui, mais comment alors protéger
la nature. Comment restaurer les écosystèmes là où ils ont été détruits? Ces questions ont été posées lors de la conférence Capital naturel, enjeux et solutions pour un futur durable au Yacht Club de Monaco. Je vous propose d'écouter le docteur Nathalie Ilmy à ce sujet. Elle est responsable de la section économie environnementale au Centre scientifique de Monaco. Elle est au micro de Vanessa Dessy. On voudrait faire passer le message que la nature et le changement climatique sont deux facettes d'une même pièce. En réalité, protéger la biodiversité et lutter contre le changement climatique, c'est un petit peu la même chose, puisque si on protège la nature, elle nous permet de lutter contre le changement climatique. Et à cause du changement climatique, on a une baisse de la biodiversité. Donc les deux vont complètement ensemble et on voudrait vraiment combiner ces deux phénomènes et trouver des solutions. L'objectif final est d'avoir des conclusions que nous allons emmener à la COP28. Donc le terme de capital naturel revient beaucoup en ce moment, c'est un terme qui devient à la mode. Donc avec nos différents panels, nous espérons mieux le définir et pouvoir emmener les bons messages jusqu'à la COP28. Et sachez que Monaco Info sera présent à la COP28. Cette conférence des parties aura lieu cette année à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Ouvrons une page sport à présent et débutons par du basket. Vendredi, Monaco reçoit l'Asvel en Euroleague à 21 h. On pourrait penser à un choc entre les deux clubs du championnat français. Et pourtant, les Villeurbanais n'ont pas encore lancé leur saison dans la compétition reine. Il faut dire aussi qu'ils ont changé d'entraîneur il y a 3 semaines. Sacha Obradovic dispose, lui, d'un groupe au complet. Les enjeux de cette rencontre vous sont présentés par Frédéric Elion. C'est déjà un classique du basket français depuis quelques années. Monaco-Asvel. Vendredi soir, les deux équipes se retrouvent à Gaston-Médecin à l'occasion de la 7e journée d'Euroleague. Les dynamiques sur la scène européenne sont totalement différentes. 4 victoires d'affilée pour la Roca Team et enfin un succès pour l'Asvel à Kaunas la semaine dernière, mettant fin à une série de 18 défaites consécutives. We have to, first of all, forget about what we had, building up some certain confidence on the wins, but never be relaxed. I think Asvel will come with a different heads, with a different confidence, different coach, different philosophy. The key of the game, would be definitely to stop the low post games of their bigs, and guards, to find a way, not to give a chance to Nando to score and to have a good secure the boards. La Roca Team a remporté ses 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues face aux Villeurbanais, mais un Monaco-Asvel reste un match à part où tout peut se passer. Favori, je dirais pas ça parce que c'est toujours des matchs différents quand on joue contre l'Asvel. Ça fait maintenant plusieurs années que c'est des matchs au couteau à chaque fois, donc ils ont une nouvelle dynamique, un nouveau coach, des nouveaux systèmes, donc il va falloir qu'on redouble d'efforts justement pour pas perdre à ce jeu-là. I think Asvel is on a good streak also. New coach, so maybe new identity for the team. We're excited to continue our winning streak, of course, and we're home. Happy to be playing home again in front of our fans, so that's going to be a big opportunity for us. Ça fait déjà je dirais 1 voire 2 ans que c'est devenu une rivalité. Sur le terrain, on s'aime pas. En dehors, on s'aime bien, mais sur le terrain, on montre qu'on s'aime pas. Et non, je pense que c'est bien pour le basket français et européen. Sacha Obradovic peut compter sur un groupe au complet. L'Asvel, version Potseko, vise un 2e succès en Euroleague pour quitter à la dernière place du classement. Monaco-Asvel, c'est donc ce vendredi à 21 h à la salle Gaston-Médecin. On reste au stade Louis II pour vous parler du Monte-Carlo Squash Classic. La 26e édition de ce tournoi du circuit féminin se déroule en ce moment même. Une nouvelle fois, le plateau proposé est très relevé, si bien que les têtes de série se battent pour la victoire finale. Yannick Debever et Thomas Deus reviennent sur cette prestigieuse compétition. C'est l'un des tournois les plus vieux d'Europe. Bientôt 30 ans que le Monte-Carlo Squash Classic existe et autant d'années passées à se réinventer. Cette 26e édition est consacrée uniquement aux féminines. Pas moins de 7 joueuses du top 50 sont venues se jouer la victoire finale sur les 3 cours du stade Louis II. Depuis ce lundi,
Les batailles font rage, le public est au rendez-vous et l'organisation au millimètre. Et ça se passe super bien, on a des nouveaux venus, des jeunes, il y a du dynamisme qu'on n'avait pas avant et il y a un renouveau qui fait qu'on a envie de rester. On a Romain Suire qui est un fantastique speaker, on a un photographe professionnel et on a envie de faire différent, faire mieux. Parmi les joueuses, cette année, 14 nations sont représentées avec 3 Britanniques dans le dernier carré et une Égyptienne. Faire venir quelques-unes des meilleures squash women du monde, c'est aussi une très belle vitrine pour ce sport à Monaco. C'est vrai que les premières années, juste après le Covid, ça a été un peu plus délicat. Et là, cette année, on repart sur une très belle année avec beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes. Donc très fière et très heureuse de ce renouveau un petit peu au squash. Les gens sont toujours impressionnés de voir le niveau et de voir les échanges qui durent, les coups qui sont assez spectaculaires. Et les enfants sont très heureux de pouvoir aussi voir ce spectacle-là. La finale de ce tournoi joué sur 5 jours, ce sera ce vendredi avec à la clé 20 000 $ de prize money. Pour clôturer ce chapitre sportif, un mot de ballon ovale avec cette belle aventure que vient de vivre l'équipe des moins de 16 ans de la Fédération monégasque de rugby. Sous l'impulsion de la princesse Charlène par le biais de sa fondation, 15 jeunes rugbymen ont eu la chance de pouvoir se rendre une semaine en Afrique du Sud. Sport et éducation auront été les maîtres mots de ce déplacement unique chez les champions du monde de rugby. Leur fin de séjour se sera terminée en apothéose avec une victoire au tournoi de Wineslands. Le prix Goncourt 2023 a récompensé mardi Jean-Baptiste Andrea pour son ouvrage « Veiller sur elle » aux éditions L'Iconoclaste, une proclamation toujours attendue comme celle de nombreux prix littéraires, profitant ainsi aux libraires. Depuis 2020, ils connaissent un nouveau souffle. Comment l'expliquer? Arthur Laure, futur libraire en principauté, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Depuis la crise sanitaire, les libraires, on le vent en poupe. Comment expliquer ce regain? Tout d'abord, la crise sanitaire a permis de remettre en perspective nos modes de vie. Tout simplement, nous étions tout le temps hyper connectés, nous voulions toujours tout acheter sur Internet et l'avoir dans la minute. Et on a perdu un peu ce côté relations humaines qu'on pouvait avoir dans nos commerces de proximité. Et étant donné que les librairies étaient l'un des seuls commerces qui pouvaient être ouverts pendant la crise sanitaire, les gens se sont rapprochés de leurs libraires et ont eu un regain d'intérêt pour leur librairie, leur libraire et pour le livre tout simplement. Ouais, leur a souligné le rôle essentiel de la culture. Oui, bien sûr, d'autant plus que le livre a permis aux gens de pouvoir voyager en restant chez eux, de pouvoir continuer à avoir un accès à la culture puisque les cinémas étaient également fermés, il ne faut pas l'oublier, même si aujourd'hui il y a des plateformes de streaming qui permettent de voir des films quand on veut. Les gens ont besoin de sortir, ils ont besoin d'aller au théâtre, d'aller voir des concerts. Et le livre, c'était un peu le seul bien culturel qui restait accessible depuis chez soi. Et comment aujourd'hui sortir son épingle du jeu face aux géants d'Internet? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, une librairie qui vend exclusivement des livres, c'est impossible de survivre puisque la marge du livre est fixe, étant donné que le prix du livre est fixe en France par la loi Lang. Il faut que les libraires tirent leur épingle du jeu en proposant d'autres services. Ils peuvent par exemple faire de la papeterie, de la carterie ou faire des salons de thé, c'est ce qui se fait de plus en plus. Aujourd'hui, le gros concurrent, effectivement, c'est Internet. Mais comme je disais, les gens ont besoin d'aller voir leur libraire pour avoir des conseils, pour avoir une expérience, quelque sorte d'une personne qui a une connaissance sur un livre. Les sites Internet, on ne va pas dire leur nom, mais ils ont des plateformes qui permettent d'avoir des algorithmes très puissants et de fournir des idées de livres. Mais on va toujours rester dans notre petit domaine de prédilection. Et c'est vrai que le libraire, lui, peut inciter à découvrir de nouvelles choses. Est-ce qu'on peut dire que les librairies sont devenues de véritables lieux de vie, des lieux où on échange, où on se pose et où on prend le temps? Oui, totalement, c'est totalement ça. La librairie, c'est devenu un lieu de vie et l'objectif, c'est de créer une communauté autour de sa librairie, notamment à travers des événements. On peut penser à des rencontres avec des auteurs, des ateliers écriture, des ateliers lecture, tout simplement. Est-ce que c'est ça que vous allez proposer en mars prochain dans votre librairie à Monaco? Exactement. Alors, nous allons ouvrir une librairie avec ma femme en mars, si tout se passe bien. Et nous allons avoir une librairie café, salon de thé. On va avoir une offre de boissons chaudes, fraîches, peut-être de petites pâtisseries, nous allons voir. Mais nous allons surtout avoir une librairie qui ne va pas vendre que des livres. Nous avons pour objectif d'avoir une librairie qui soit vivante, interactive. Que les gens viennent, se sentent bien et qu'ils y restent pour pouvoir interagir avec d'autres personnes sur le livre, mais notamment sur d'autres domaines, par exemple
Nous, à la base, nous ne sommes pas libraires, nous sommes scientifiques, on vient du milieu scientifique, et on aimerait pouvoir faire des événements de type vulgarisation scientifique dans notre librairie afin de faire découvrir aux gens des domaines qui ne seraient pas accessibles facilement, mais par la vulgarisation puissent leur permettre d'avoir un accès aisé et compréhensible surtout. Mais Arthur Laure, comment on se lance dans un tel défi alors qu'on ne vient pas du monde de la littérature, enfin du monde des libraires? La passion, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui on peut faire les choses par passion. Et pour moi aujourd'hui la science est une passion, ça l'est toujours, mais je ne me retrouvais plus dans le monde scientifique tel qu'il est. Mon passion c'est les livres, ça l'a toujours été depuis toujours. J'ai toujours adoré ça, aller dans les librairies. J'adorais aller au Quartier Latin par exemple à l'époque quand elle était encore ouverte. Mais aujourd'hui c'est vrai que le livre c'est quelque chose qui est incontournable pour nous et on veut pouvoir faire partager notre passion, notre petite expérience qu'on a du livre. Et vous avez eu cette sensation que ça manquait en principauté? Oui, totalement. C'est vrai que Monaco est une terre qui accueille énormément de choses. Et aujourd'hui, culturellement parlant, il manque une librairie, c'est indéniable. Je pense qu'une librairie indépendante à Monaco, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment le dernier commerce culturel manquant que je pense qu'il y a à Monaco. Par exemple, moi je faisais mes études à Montpellier, on avait pour habitude les week-ends de faire le tour dans nos librairies de prédilection. Et ici on ne peut pas et c'est quelque chose qui manque, donc on s'est dit il faut faire quelque chose. Et c'est désormais chose faite. Rendez-vous au mois de mars, Arthur, comment va s'appeler votre librairie? Alors nous allons nous appeler la bouquinerie, c'est un petit anglicisme et en gardant un peu d'argot. Eh bien merci beaucoup Arthur Laure d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci, très bonne soirée. Comme vous le savez, à l'occasion de la fête nationale, l'ensemble de la population est invité à pavoiser façades, fenêtres et balcons. Et puis comme chaque année, la mairie propose aux Monégasques et aux résidents la possibilité d'assister gratuitement à plusieurs spectacles. Le 18 novembre, par exemple, un show musical avec Blonde and Blonde and Blonde sera proposé à l'espace Léo Ferré. Le lendemain, c'est la chanteuse Anna Chédid, plus connue sous le nom de Nash, qui se produira sur scène. D'autres animations enrichissent ce programme proposé par la mairie. Elles sont à retrouver sur le www.mairie.mc. La distribution des invitations pour assister à ces événements s'effectue jusqu'à demain vendredi en mairie et à l'espace Léo Ferré. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité ou de votre carte de séjour. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric Elion. Une amélioration est-elle prévue pour la journée de demain, Frédéric ? Oui Émilie, plus de pluie vendredi, le ciel sera bien dégagé, un grand soleil et très peu de nuages puisque le vent soufflera toujours assez fort. Des rafales à 50 km/h sont attendues dans l'après-midi. Côté thermomètre, les températures seront comprises entre 10 et 16 degrés. Vendredi 10 novembre, ce sera à la Saint-Léon. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec un sport qui sera au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Le squash. Manuel Vitali met en valeur ce soir les joueuses du Monte Carlo Squash Classique qui se clôture ce vendredi au Stade Louis II. Demain à 19h, retrouvez Yannick de Bever pour votre JT. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.